Notre second débat de la soirée auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Ils sont 3 millions de Syriens à avoir fui leur pays depuis le début du conflit. La majorité a trouvé refuge dans les pays limitrophes, à savoir la Turquie, la Jordanie ou encore le Liban. Au Liban, ces réfugiés représentent aujourd'hui un quart de la population. Du coup, le pays qui ne peut plus supporter ce fardeau et qui craint la déstabilisation décide d'imposer des visas aux réfugiés syriens, une décision qui a été appliquée dès ce lundi. Mais que fait l'Europe dans tout cela? Pourquoi n'est-elle pas solidaire de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui fuient la guerre? Faut-il ouvrir nos frontières à ces réfugiés? Comment lutter contre les cargos fantômes? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Gérard Longuet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sénateur UMP de la Meuse, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est entre 2011 et 2012. François Gémen, bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes expert, associé aux séries et spécialiste, et ce qui nous intéresse, des flux migratoires et de la gouvernance des migrations. Gérard Longuet, 3 millions de réfugiés. La France, la communauté internationale n'est pas intervenue pour mettre fin à la guerre en Syrie. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir honte aujourd'hui de n'accueillir que 8000 réfugiés syriens, et ce depuis le début du conflit? D'une façon plus générale, quel est le rôle de l'Europe et quel est le rôle de la France autour de la Méditerranée? Il y a deux façons de voir les choses. Ou bien nous considérons que nous sommes des puissances impliquées, et à un moment, le président Hollande a voulu d'ailleurs s'impliquer, sans grand succès, puisqu'il a été abandonné immédiatement et par le Parlement anglais et par le président américain. Ou bien sommes-nous des humanitaires? Si nous sommes des humanitaires, on paye, et on paye dans les camps. C'est d'ailleurs, vous savez que l'Europe est le plus gros cotisant aux Nations Unies, et notamment aux réfugiés des Nations Unies. Et à ce moment-là, on fait notre devoir. On a donné, en quelque sorte, on n'a rien réglé. Je crois que ma conviction personnelle est que la France, les pays européens, doivent avoir une vision globale du Proche-Orient et faire une pression sur les grands acteurs que sont la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, pour simplifier, naturellement Israël, pour essayer de débloquer une situation. Le problème, il est simplement politique. C'est un conflit que l'on connaît parfaitement, et nous avons à faire pression sur les sources de conflit. Lutter pour rattraper les cargos, Longuet, vous savez ça n'a simplement pas de sens. Oui, mais vous savez très bien, Gérard Longuet, que c'est extrêmement complexe, qu'avant de mettre tout le monde d'accord autour de la table, oui, les Russes, les Américains, les Français... C'est notre responsabilité. Et si nous... Oui, mais dans l'immédiat, ces gens, ces femmes, ces enfants, ces hommes sont confrontés à la guerre, c'est leur quotidien. Et les pays limitrophes, on ne peut pas leur jeter la... intervenir. Ben voilà, mais alors que peut faire... Est-ce que ce n'est pas notre rôle en Europe d'ouvrir nos frontières à ces gens-là? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Quantitativement, ce serait à peu près insupportable pour les pays d'accueil en Europe, lesquels et dans quelles conditions, et ce serait un transfert définitif. La grande différence entre la présence en Turquie, en Jordanie ou au Liban, c'est qu'il y a une espérance de retour à tout moment. Lorsque les Kurdes, par exemple, se sont installés en Allemagne, je sais s'il y a des réfugiés kurdes en Allemagne depuis 50 ans, ils ne retournent plus dans leur pays. Donc, vous videz des pays. François Gémen, est-ce qu'il faut accueillir ces réfugiés syriens, ou est-ce que, comme le dit Gérard Longuet, il faut plutôt régler le problème syrien, et puis c'est pas notre... Sur place. Bon, c'est un peu compliqué. En tout cas, dans l'immédiat, que c'est pas notre rôle et qu'ils vont rester, sinon après en France, et qu'on ne peut pas. Je ne vais pas me prononcer sur quel doit être le rôle de la France géopolitiquement dans la région, ce n'est pas mon domaine. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que l'attitude de l'Union européenne et de la France dans ce dossier est absolument indigne, et indigne d'un pays, d'une puissance qui prétend être une grande puissance démocratique aujourd'hui. Je veux rappeler quelques chiffres simplement. Vous l'avez rappelé, il y a 3 millions de réfugiés syriens. À ces 3 millions de réfugiés s'ajoutent 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu les moyens, pas eu la possibilité d'aller à l'étranger. Ça veut dire que la moitié des Syriens sont déplacés aujourd'hui, ont perdu leur maison. Dans l'ensemble de ces réfugiés, l'Europe a accueilli moins de 5% de l'ensemble de ces réfugiés. La France en a accueilli quelques milliers. Même lorsque l'EHR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a demandé aux pays européens de faire davantage, d'accueillir davantage de réfugiés, François Hollande a proposé d'en accueillir 500, l'Allemagne a proposé d'en accueillir 20 000. Je pense manifestement, et on le voit aujourd'hui avec le drame des cargos en Méditerranée abandonnés,
que manifestement l'Europe est en train de payer son inaction et le fait que, comme le rappelait le sénateur Longuet, l'Europe est très contente de donner de l'argent aux organisations humanitaires pour ne surtout pas avoir à accueillir des réfugiés chez elle. Et l'Europe se lave complètement les mains de ce dossier depuis le début. Parce qu'il y a un rapport de force qu'il faut connaître. C'est qu'à un moment, si vous voulez intervenir, il en faut les moyens militaires. Quels sont les pays européens, quelles sont les opinions européennes, quelles sont les familles européennes qui acceptent d'envoyer des soldats se faire tuer en Syrie? Je ne parle pas du tout d'une intervention militaire ici, attendez, je parle d'une opération humanitaire qui consisterait à accueillir ces 3 millions de réfugiés. Oui, non, c'est-à-dire Mais la France est une terre d'asile, Gérard Longuet, non? Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas dans notre histoire? Est-ce que c'est pas dans notre histoire faire des droits de l'homme, terre d'asile? C'est pas une question de terre d'asile, c'est aussi la Convention internationale de Genève, c'est aussi une obligation internationale de la France que d'accueillir les demandeurs d'asile. La France n'est pas directement. La France a été concernée par des exodes massifs. Nous avons accueilli 1 million de rapatriés d'Afrique du Nord et nous avons su le faire. Nous avons accueilli des dizaines de milliers de Marocains ou de Tunisiens d'origine israélite, séfarade, et qui sont venus, qui sont installés en France. La France est le plus grand pays malien. Enfin, il y a des villes maliennes en France qui sont plus importantes que Bamako, ou en tous les cas comparables. Donc, je veux dire par là que nous n'avons aucune mauvaise conscience à l'égard des pays avec lesquels nous avons des liens historiques. Il se trouve simplement que certes, nous avons eu un mandat sous la Syrie entre 1920 et 1942. Ce n'est pas une raison suffisante pour être la puissance accueillante de cette tragédie syrienne. Notre rôle à nous, c'est d'être une puissance politique qui contribue à faire émerger la paix. Et si je suis prêt à soutenir l'initiative du président Hollande, s'il en prenait une, ce serait en ce sens. Il se trouve aujourd'hui qu'il n'y a manifestement aucune solution qui puisse se dessiner parce qu'il n'y a aucune autorité capable d'imposer aux uns et aux autres le minimum du début, du commencement d'une solution. Et donc je crains malheureusement, certes, ce n'est pas grandiose, aider les gens à vivre en personnes déplacées, mais ne pas les déplacer définitivement, parce que sinon vous réglerez le problème comme Bachar el-Assad le souhaite, comme Daesh le souhaite, en éliminant tous ceux qui ne sont pas d'accord. Vous faites partir les gens, alors après le problème est réglé. Personne ne parle de les accueillir définitivement. Il s'agit ici de leur donner l'asile et ils pourront rentrer chez eux une fois que la guerre sera terminée, une fois que leur vie sera plus en danger. Cela ne s'est jamais fait lorsque vous avez eu des immigrations. Je parlais du Kurdistan parce que le problème est bien connu en Allemagne. Nous sommes voisins de l'Allemagne en Lorraine. Nous avons des populations turques et des populations kurdes qui d'ailleurs prolongent bien sûr, parce que leur vous parlez d'une population kurde, c'est-à-dire d'une population qui n'a pas d'État, donc qui n'a nulle part où aller, évidemment, un pays d'origine. Ici, la situation des Syriens est complètement différente. Mais les Kurdes ne sont jamais rentrés. Forcément, parce qu'ils n'ont pas d'État. Oui, mais il y a un État marocain, il y a un État algérien, un État tunisien. Mais ça ce que les n'empêche pas Kurdes veulent, vous le les savez émigrés très bien, de rester dans le pays. Parce que nous avions en Europe des conditions de vie et de paix qui font que une fois l'immigration, une fois la frontière franchie, elle est franchie d'une façon à peu près irréversible. Il n'y a pas de retour. En Grande-Bretagne, vous avez des Pakistanais, ils ne rentrent pas au Pakistan. Vous avez des Indiens notamment de l'Afrique de l'Ouest, ils ne rentrent pas en Afrique de l'Ouest. Ce sont des voyages Mais c'est gênant qu'ils définitifs. restent. En quoi c'est gênant finalement que les Syriens s'installent, même s'ils veulent rester? Alors c'est une très bonne question. En quoi c'est gênant? Je pense qu'un pays, c'est un endroit où on essaye de régler ensemble ses problèmes. Il se trouve que nous sommes déjà à peine capables de régler nos problèmes et je suggérerais qu'on commence par régler nos propres problèmes. Votre problème, c'est de voir les réfugiés et les migrants comme un problème supplémentaire. Oui, c'est exact. Je pense au contraire qu'elles sont une chance pour la diversité du pays. Ce n'est pas certain. Et rien ne le prouve. Et qu'il y a simplement une question humanitaire et une question démocratique qui consiste à donner l'asile à des gens dont la vie est menacée. Je veux rappeler que le conflit syrien, c'est un conflit qui a fait 200 000 victimes depuis 3 ans, rien que l'an dernier qui en a fait 76 000. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est la moitié de la population d'un pays déplacé? En 1939, la France, avec la Grande-Bretagne, est le seul pays européen à avoir déclaré la guerre à l'Allemagne nazie par solidarité avec la Pologne. Ni les Américains ne l'ont fait, pas les Italiens qui étaient d'ailleurs alliés aux Allemands. Nous n'avons pas de complexe à recevoir, nous nous sommes battus pour défendre des libertés. Il se trouve qu'il vaut mieux les défendre en amont de la crise, c'est-à-dire par des solutions politiques. Si les Turcs acceptaient, si les Turcs acceptaient de jouer leurs responsabilités, de cesser d'avoir une attitude ambiguë vis-à-vis de Daesh, si les sunnites considéraient une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas financer n'importe qui, si les Iraniens
accepter l'idée que le Liban ne doit pas être une pièce dans leur jeu, dans leur les Turcs, les Libanais. Je veux rappeler que la Turquie accueille 1 600 000 réfugiés syriens. Je veux rappeler que le Liban accueille 1 500 000 Alors le réfugiés Liban, vous avez tout à fait raison. Un Libanais sur 4, c'est un réfugié syrien aujourd'hui. Si la France faisait la même chose, ça voudrait dire qu'elle accueillerait 15 millions de réfugiés syriens. Le sujet n'est pas celui-ci parce que mais si, le sujet est exactement celui-là. Il y a d'autres pays qui ont des besoins d'accueil. Nous pouvons aussi accueillir des Maliens, nous pouvons accueillir des Algériens, nous pouvons accueillir des Érythréens, de la même manière nous que pouvons le Liban accueillir des Libyens, des Palestiniens, des Iraniens, des Pakistanais. Nous ne sommes pas les voisins. Nous avons construit l'Europe dans la paix, pour justement ne pas être confronté à ce type de situation. On a mis 50 ans à construire l'Europe, depuis 1949, ça va être bientôt l'anniversaire de la déclaration Schuman, c'est une réussite. Nous avons gagné sur le bloc communiste qui s'est dissous, qui s'est autodissous, qui s'est effondré sur lui-même, c'est également encore un succès. Ces succès-là, nous sommes prêts à les diffuser d'une façon continue. Il y a simplement un petit problème, c'est qu'il faudrait un petit peu de bonne volonté chez les partenaires. Il n'y en a aucune au Proche-Orient aujourd'hui. Aucune volonté, tout le monde trouve de l'argent pour alimenter les combattants, personne ne trouve de moyens civils pour créer un peu de paix et de prospérité. Le Liban accueille 1 500 000 réfugiés, la Jordanie 800 000. Le Liban et la Jordanie sont deux victimes. Non, mais les petits pays, le Liban et la Jordanie, sont des victimes. La Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont dans des positions beaucoup plus restreintes. François Gémen, est-ce qu'on aurait les moyens financiers aujourd'hui? Il est vrai que la France connaît une grave crise économique, que le chômage est au plus haut. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui financiers d'accueillir dignement, il faut le dire aussi, ces réfugiés syriens? Il est indéniable que ça représente de l'argent et je ne nie pas le fait que l'accueil des réfugiés... Pardonnez-moi de cette question. Combien coûte un réfugié tel qu'il soit en France? Alors, un réfugié, à partir du moment où il est réfugié, il ne coûte plus. Il rapporte de l'argent. Ce qui coûte, ce sont les demandeurs d'asile. Pourquoi il coûte? Parce que souvent, ils travaillent, qu'ils payent des impôts. Alors, encore faut-il qu'il ait un emploi. Bien sûr, madame. De toute façon, il y a des Français qui sont au chômage aussi. Oui, mais enfin, les Français ils sont là depuis très longtemps. Leurs parents ont construit le pays. Au nom de quoi ils l'ont défendu. Comme ça différentes catégories de la population? Le principe du réfugié, de la Convention de Genève, c'est de donner aux réfugiés les mêmes droits et privilèges que les citoyens du pays d'accueil. Dans un pays... Donc, dès l'instant où ils reçoivent le statut de réfugié, ils deviennent comme des citoyens. Vous avez raison. Dans le problème, ce qui coûte de l'argent, c'est que dès le moment où ils introduisent leur demande d'asile et jusqu'au moment où le dossier est examiné, un demandeur d'asile, ça prend en moyenne 2 ans. Maintenant, ça devrait prendre 9 mois avec le projet de loi qui a été adopté. On espère qu'il sera tenu. En première lecture. Je soutiens, je pense que ça va dans le bon sens. C'est cette période d'attente des demandeurs d'asile qui coûte de l'argent parce qu'on leur interdit de travailler pendant cette période et que donc il faut leur verser une allocation complémentaire. C'est essentiellement ça. Quel est le montant de cette allocation? 350 € par mois. 350 € par avec mois. quelques dizaines d'euros près. Lorsque nous plaçons une famille dans un centre quelconque, l'unité de compte annuelle me paraît être plutôt de l'ordre de 30 à 40 000 € par famille, qui est très largement... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de centres et qu'on doit les loger dans des hôtels sordides. Mais je ne les avons pas. Et les hôtels sont peut-être sordides, mais c'est nous qui les payons. C'est le contribuable français qui paye. Le contribuable français les paye. A-t-il les moyens de les payer? Oui, naturellement, au prix d'autres sacrifices. Mais on peut toujours payer, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, si vous ne réglez pas à la source la difficulté, vous ne faites qu'engranger les tragédies que d'autres ont créées. Et c'est la raison pour laquelle c'est simplement pas acceptable. À partir du moment où on règle le problème de M. Bachar el-Assad en accueillant ses opposants, où on règle le problème de Daesh en accueillant ses opposants, alors effectivement, il n'y aura plus de problème en Syrie, il y aura un partage de fait entre une minorité autoritaire... On ne peut pas laisser ces gens se faire massacrer par Daesh, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Je suis complètement d'accord, mais je crois me souvenir que l'armée française, en tous les cas son aviation, intervient, ce qui est le cas de assez peu d'aviation européenne à cet instant. Est-ce suffisant ? Je ne le pense pas. Je pense qu'on ne gagne jamais une guerre par la simple projection aérienne. C'est parfaitement insuffisant. Et surtout, on ne gagne pas de guerre quand on n'a pas de projet politique. Or, manifestement, il n'y a aucun projet politique pour réconcilier chiites et sunnites en Irak, pas plus qu'il n'y a de projet politique pour essayer de faire coexister les minorités religieuses syriennes et la majorité sunnite. Vous rappeliez, Gérard Longuet, que l'Europe s'est construite comme une puissance de paix, et vous rappeliez à juste titre les succès historiques de la construction européenne comme puissance de paix. Ce que j'ai dit simplement, c'est est-ce que l'Europe peut tolérer qu'il y ait une guerre sur l'autre rive de la Méditerranée qui provoque 200 000 morts, qui provoque 9 millions de déplacés,
et s'en laver les mains royalement en se contentant d'accueillir quelques milliers. Et même en Europe, l'Europe fait déjà moins que rien. Ministre de et la France fait encore moins que rien au sein de l'Europe. Voilà, il y a un problème aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une politique européenne commune? Il y a un moment. Pour le moment, la politique européenne d'asile et d'immigration, c'est simplement le contrôle des frontières, la surveillance des frontières. C'est simplement un projet policier aujourd'hui qui n'a aucun projet politique. Mais vous allez plus loin que François Gémen. Vous dites qu'il faut carrément ouvrir les frontières. Moi, je pense que la façon... Il faut tout ouvrir. Absolument, je pense. Mais je pense que c'est ici une question de principe, de liberté fondamentale. Je pense que chaque être humain a le droit de choisir l'endroit où il veut habiter. Et je pense que alors, c'est très intéressant. Je suis en désaccord. N'a pas à être déterminé par l'endroit où il est né. Je suis en désaccord total avec cela, mais je respecte tout à fait votre point de vue. Il se trouve simplement qu'une construction nationale n'est pas une rencontre hasardeuse de circonstances avec des gens venus de nulle part qui vont nulle part. C'est une communauté où il y a une très forte solidarité parce que chacun sait qu'il peut compter durablement sur l'autre et parce que chacun sait qu'il y a eu des comportements tout au long des périodes antérieures de solidarité autour de cet effort. Et un bien national, une paix nationale, une paix civique, c'est tellement fort, c'est tellement important qu'il faut aussi la préserver. Vous me posiez la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un inconvénient à accueillir tout le monde ? En théorie, il n'y en aura pas si on considère que chaque être humain est empreint de bonne volonté et une volonté de ressembler à son voisin, mais c'est simplement pas le cas du tout. Nous avons des communautés qui existent, qui ont leur raison de vivre, qui ont leur légitimité, qui ont leur culture, qui ont leur tradition et qui n'ont pas envie d'y renoncer. Les accueillir provisoirement, en théorie, ce serait Est-ce que ça ne fait pas notre richesse, c'est justement l'altérité, la diversité? Oui, est-ce que c'est pas finalement notre... Je pose la question. Est-ce que c'est pas aussi notre richesse? Très dubitatif sur la richesse qu'exprime le désordre irakien ou le désordre syrien. Très dubitatif. Je ne vois pas tellement de leçons. Mais contrairement à vous, je pense que la diversité n'est pas une menace pour la cohésion nationale, mais un atout pour la cohésion nationale. En quoi c'est un atout? En quoi la diversité est un atout pour la cohésion nationale? Qui refuse cette diversité devient un pays musée, devient une société qui se Le risque est faible quand on a la population française, dont on sait qu'elle a 10, 15, 20% de citoyens français qui sont parfaitement français, parfaitement citoyens et d'origine très diversifiée. Et inversement, d'ailleurs, vous avez des Français qui réussissent à l'étranger et qui deviennent américains ou anglais. Et donc, nous ne sommes pas une richesse pour la France. Nous ne sommes pas une richesse, une pauvreté. Moi, je pense que ce que nous exportons est plutôt une pauvreté parce que ce sont en général les Français les mieux formés qui vont réussir chez vous en Belgique ou qui vont réussir en Angleterre, aux États-Unis, et qui appauvrissent notre pays parce que nous les avons formés, nous les avons éduqués, et lorsqu'ils sont opérationnels, entre guillemets, ils vont enrichir d'autres territoires. L'inverse se produit dans l'autre sens également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en ce moment un climat lié à la crise et de la peur de l'autre aussi, où c'est un pays aussi peut-être qui se referme sur lui-même, comme c'est très souvent le cas en période de crise. Comme une menace. Parce que vous avez l'un des problèmes majeurs, c'est que les gens qui se déplacent collectivement restent attachés à leur communauté d'origine. À quoi, je l'espère, je l'imagine, à quoi rêve un Syrien, c'est d'être prospère et heureux en Syrie. Et donc, il va vivre dans un état d'équivoque entre son état de déplacement. Il y a une tragédie, c'est la tragédie palestinienne, permettez-moi de le dire. Les Palestiniens n'ont pas été intégrés dans les pays arabes où ils ont été reçus. Ils ont toujours cette espèce de vie communautaire incertaine, avec des passeports incertains et improbables. Parler à nouveau d'un autre peuple qui, lui non plus, n'a pas d'État. Absolument. Précisément, c'est cette absence d'État d'origine qui crée cette situation. Alors, qui a été exploitée par ceux qui ont créé des conditions telles que la réalisation de l'État était à peu près impossible. Merci à tous les deux. Merci François Gémen. Merci beaucoup Gérard Longuet d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de cette tragédie syrienne. On va tout de suite accueillir Mounia Benaïssa pour tout ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un œil sur les médias et c'est tout de suite. Bonsoir
Monia. Et de quoi parle-t-on ce lundi sur les réseaux sociaux? Eh bien, de l'appréciation radio de François Hollande. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. On en parle beaucoup. Enfin, on en a parlé beaucoup ce matin. Et ce soir, on parle soudainement d'autre chose. On parle du livre de Valérie Trierweiler qui va être adapté au cinéma, peut-être. Exactement. L'appréciation de François Alors, je vois Gérard Longuet. Voilà, vous avez l'air consterné par ce malheureux pays. Eh bien, François Hollande n'a pas fini de subir les conséquences de sa rupture. J'ai pas lu le livre. Vous n'avez pas lu le livre, donc vous n'irez pas voir le film. Donc après le livre, eh bien peut-être irez-vous voir le film. Le chef de l'État, en tout cas, verra sa vie privée sur grand écran, cette fois-ci. Le film qui a obtenu l'accord, l'adaptation qui a obtenu l'accord de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne du chef de l'État. Donc son livre intitulé « Merci pour ce moment », un livre qui a été tiré à 730 000 exemplaires. Et donc la productrice espère peut-être surfer sur le succès de ce livre. La productrice, il s'agit de Saïda Jawad, qui est une amie de Valérie Trierweiler. On parle d'un biopic romancé et elle assure ne pas préparer un film polémique. Donc je vous le disais, Saïda Jawad est une proche de Valérie Trierweiler. Elle a acquis les droits du livre pour son adaptation. Se pose maintenant la question du financement. Est-ce que les sociétés de cinématographie classique vont financer ce film? En tout cas, la productrice a fait savoir qu'elle envisageait des coproductions avec des sociétés françaises et internationales. Alors les réactions sur les réseaux sociaux? Eh ben, il y en a énormément. Je vais vous en montrer quelques-uns. On va voir Elodie qui dit « Le livre de Valérie Trierweiler va être adapté au cinéma. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. » Donc ça reste soft, mais il y en a de très, très virulentes. Merci pour ce moment. Julie Gaillet va-t-elle jouer son rôle? Parce que la question des rôles, justement, se pose. Qui va jouer le rôle de François Hollande? Celui de Valérie Trierweiler, de Ségolène Royal, de Julie Gaillet. Certains s'amusent, justement, sur Twitter. Alors, il y a eu quelques petits pics à l'encontre de François Hollande. Le Retriever, moins vindicatif que la Trierweiler. La rentrée littéraire 2015 se fera sans filaille, avec cette petite caricature qui fait référence au Labrador, en l'occurrence de François Hollande. Il y a eu d'autres messages beaucoup plus durs à l'encontre de Valérie Trierweiler. Après le torchon, Valérie Trierweiler va faire un film. Si encore elle utilisait les recettes pour s'acheter une dignité. Il y a eu d'autres photos qui ont été postées. Ces photos-ci de Valérie Trierweiler qui fêtait justement son réveillon, qui est devenue apparemment millionnaire grâce à son bouquin. Et donc, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors, parlons justement de réveillon, il y en a un qui fait polémique. C'est d'ailleurs peut-être en dire un mot, Gérard Longuet, celui des jeunes militants UMP qui se trouvait en compagnie des jeunes militants du Front National. Vous nous en parlez? Une Saint-Sylvestre avec des jeunes UMP et des jeunes FN, pas de quoi en faire tout un plat. C'est la réaction de Florent Philippot, le numéro 2 du Front National. Il faut dire que le vice-président du Front National a fait une petite apparition lors de la soirée. On va retrouver les photos. En ce qui concerne les jeunes UMP, ils ont été priés de s'expliquer, notamment Pierre Gentillet qui a participé à la petite soirée. Il y a eu énormément de réactions sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On va voir celle-ci. Quand les jeunes droite pop passent le réveillon avec le FN, concours de fascisme. Et le petit message de Kelly FNJ, qui est la jeune FN qui a organisé cette soirée, qui a posté ce petit message en disant que les plus fachos étaient à la droite pop et les plus bourrés aussi. Heureusement que le front relève les niveaux. Voilà, petit message pas très sympathique. Un autre sujet sur Facebook, une page a créé scandale. Elle a été créée par les détenus de la prison des Baumettes à Marseille. Et oui, c'est cette page. Je vais vous montrer quelques-unes des photos. C'est la Provence qui révèle cette histoire. Des selfies de détenus posant avec de la drogue, des téléphones portables, des liasses de billets. On va les voir. Eh bien, c'est le quotidien, donc la Provence, qui a révélé cette histoire. C'est une page Facebook qui a eu à peu près 5000 likes, un peu moins de 5000 likes, qui a été immédiatement supprimée. Le Figaro en a parlé, qui recite une syndicaliste de Force ouvrière qui parle de club de vacances. Le Figaro qui parle également de Club Med. Mais sur Twitter, Jules qui poste la photo de la façade de la prison des Baumettes et qui dit c'est un centre de vacances, j'en connais, qui devrait peser leurs mots avant de parler. Et c'est d'ailleurs le sujet de cet article d'Arrêt sur Image qui poste des photos de la prison
où les conditions sont plutôt insalubres, et rappelle qu'un rapport avait dénoncé les conditions de détention inhumaines de la prison des Baumettes. Merci beaucoup, merci Mounia Benaïssa, merci encore à tous les deux, merci François Gémen, merci Gérard Longuet, merci à vous de nous avoir suivis. J'ai pas eu l'occasion encore de le faire, je le fais à la fin de cette émission. Très belle année à vous et je vous retrouve demain soir à partir de 18h.